Bonjour à tous, bienvenue chez Club Padel, votre nouveau rendez-vous mensuel pour parler padel. Alors c'est un nouveau podcast qu'on va lancer dès maintenant. Le but ça va être de parler de sujets, de thématiques liées au padel, que ce soit l'actualité, que ce soit matériel, tout ce qui touche au padel, on va en parler ici. Alors pour ce faire, pour la première émission, je suis accompagné de 3 personnes de l'équipe Extreme Padel. On a Jérôme qui est l'encyclopédie du matériel, il connaît tout sur tout. Si vous avez une question au niveau technique, c'est lui qu'il faut voir. Bonjour Simon, merci. Ensuite, on a Bertrand, joueur de padel mais également juge arbitre. Donc tout ce qui est règles, lois au niveau des tournois, des matchs, il saura vous répondre également. Exactement, bonjour à tous. Et enfin, on a Julien qui est coach diplômé. Donc tout ce qui est technique, tactique du padel, il aura aussi également toutes les réponses. Tout à fait Simon, bonjour à tous. Alors avant d'aborder la première thématique, j'aimerais déjà remercier les personnes qui sont là pour la première en vous proposant un code promo qui sera Club Padel 12. Ce code promo sera valable une semaine à compter de la sortie de ce podcast et vous offre 12% sur tout le site extreme-padel.fr. Alors pour la première thématique, on va aborder un sujet concernant les débutants parce qu'on sait que c'est un sport qui est en pleine expansion et certaines personnes ne savent pas comment sélectionner le matériel ni même comment s'inscrire en tournoi. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout ça. Comment bien s'équiper et comment faire ses premiers pas compétitifs au niveau du padel. Et pour commencer, on va parler matériel et surtout raquette, l'élément le plus important quand on débute. Et du coup, on va commencer avec toi, Jérôme. Comment choisir une raquette quand on est débutant ? Le premier critère sur lequel c'est très important, on va se focaliser sur l'équilibre. On vient privilégier un équilibre bas, ça va permettre d'avoir un maximum de maniabilité. Ça permet de faciliter tous les gestes, même d'être plus réactif au filet, en défense. Ça facilite aussi les gestes plus techniques au-dessus de la tête. Ensuite, on va privilégier une forme ronde. Ça permet d'avoir un plus grand sweet spot, de mieux centrer. Ensuite, on va également privilégier une mousse et un revêtement qui sont plutôt souples. Donc du foam avec de la fibre de verre, ça va apporter plus de toucher. Et au niveau du poids, on prend plutôt une raquette légère pour renforcer cet esprit de maniabilité. On partira aux alentours de 360 grammes. Ok. Et avec toutes ces conditions, tous ces prérequis en termes de caractéristiques de raquettes, est-ce que Bertrand, par hasard, tu aurais des raquettes à conseiller, des raquettes idéales pour les débutants ? Oui, alors je vais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Jérôme. Quand il parle du sweet spot, c'est assez technique. Il faut savoir que sur une raquette, il y a une zone de frappe idéale. C'est là où la raquette aura son meilleur rendement. Donc sur les raquettes débutants, on conseille d'avoir un sweet spot assez élargi. Ça permet de corriger les petites erreurs de centrage. Parce que votre technique ne sera pas parfaite et vous ne centrerez jamais la balle idéalement. Donc ça, c'était pour le point technique. Donc sinon, ouais, il faut partir effectivement sur une raquette de forme ronde avec un équilibre plutôt en manche. Un poids pour les femmes entre 340 et 355 grammes et chez les hommes entre 350 et 365 grammes. Au niveau du budget, parce qu'il faut en parler aussi, je vous conseille une raquette entre 80 et 120 euros. Ça ne sert à rien de partir trop parce que de toute façon, vous allez vite évoluer et avoir d'autres besoins. Donc voilà, c'est vraiment une entrée en matière. On va partir chez Ed, une marque que tout le monde connaît. On a une raquette qui s'appelle la gamme Evo aux alentours de 80 euros ou la gamme Vibe aux alentours de 100 euros. Donc ça, c'est des raquettes qui sont parfaites pour débuter. Et si vous voulez une marque spécialisée dans le padel, il y a Bull Padel qui propose la gamme Indiga aux alentours de 80 euros. Vous avez des modèles pour hommes, Indiga Control, et pour femmes, Indiga Women. Donc là, vous avez une raquette en fibre de verre idéale pour débuter et commencer vos premiers pas sur les pistes. Et toi, Julien, qui est du coup coach, et tu dois avoir aussi beaucoup de personnes débutantes qui débutent dans cet univers-là, est-ce que tu as des conseils à donner ? Est-ce qu'il y a des erreurs fréquentes que font les débutants et qu'ils ne devraient pas forcément faire ? Des choses que tu aurais pu observer par hasard ? Déjà oui, c'est parce que souvent les débutants ils aiment bien avoir la raquette du modèle de professionnel en fait. Ils prennent la raquette du pro et en fait c'est souvent justement une très bonne raquette mais trop exigeante comme l'ont dit mes collègues. Ils ont déjà tout dit sur les critères qu'il faut pour avoir une raquette de débutant donc je le rappelle mais l'équilibre au bas c'est le plus important. Vous allez apprendre la technique et pour apprendre une technique il faut avoir faut que la raquette soit maniable et c'est tout l'inverse avec les raquettes de modèle professionnel. Elles sont rigides avec un poids lourd en tête, donc pour apprendre c'est pas du tout bon. Deuxième chose, je pense que je vous l'ai pas dit, mais en fait si vous centrez pas la balle, donc Bertrand parlait du sweet spot, si vous décentrez, souvent la raquette elle vibre et c'est là qu'on va avoir les problèmes de blessure au niveau du bras. Donc en fait c'est bien d'avoir une bonne raquette, mais si vous centrez pas bien, vous allez être blessé très vite et donc vous allez pas pouvoir jouer beaucoup. Et puis voilà. Voilà, j'ai tout dit je pense. Ouais non c'est tout.
Ok, donc on a parlé un petit peu raquette, comment sélectionner sa première raquette de padel avec toutes les caractéristiques et les choses à savoir. Deuxième critère, en tout cas deuxième équipement qui est super important au padel, c'est la chaussure. Ça paraît anodin, mais une bonne chaussure fait beaucoup quand on joue au padel. Donc Jérôme, pour toi, comment choisir une bonne chaussure? Quelles sont les caractéristiques d'une bonne chaussure de padel? Eh ben alors, dans un premier temps, je vais déjà dire les pièges à ne pas faire. Évitez de prendre une chaussure de running. Je vois énormément de joueurs qui débutent, qui prennent une chaussure de running. Ce type de paire, c'est fait pour courir droit, pas pour avoir des déplacements latéraux ou encore tourner. Donc on va prendre une chaussure spéciale padel, qui va avoir une semelle spécifique pour glisser, mais aussi avoir une accroche sur cette surface spécifique. Une chaussure qui va apporter de la stabilité. On va avoir des déplacements latéraux, il faut que ça tienne la cheville. On vient éviter de se faire tout simplement une cheville, une entorse. Et ensuite, avoir aussi une bonne dose de confort pour justement venir protéger les genoux et jouer sur la longueur. Et on sait que beaucoup de joueurs de tennis font leur transition padel. Est-ce que on peut jouer avec une chaussure de tennis au padel? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible ou vraiment à proscrire? Effectivement, ça reste quand même une solution plus viable que les running, parce qu'on a des chaussures qui sont conçues pour maintenir un maximum le pied, parce qu'au tennis, il y a des déplacements latéraux, etc. Donc pour une première approche, si vous n'êtes pas sûr de vous, je pense qu'il y a de fortes chances que vous retourniez sur un terrain de padel après la première, donc vous savez qu'en tête, vous aurez quand même un modèle de chaussure à acheter, mais c'est tout à fait faisable. Alors, il faut savoir que les pistes de padel, il y a 2 surfaces. Les plus anciennes ont beaucoup de sable, donc si vous avez des chaussures de terre battue, ce sera plus adapté. Et ensuite, les plus récentes, on a un peu moins de sable, donc les chaussures toute surface, ça peut convenir, mais ça restera pas une solution idéale à l'avenir. Il faut savoir que dans le tennis, c'est principalement des déplacements latéraux ou avant-arrière. Dans le padel, on a beaucoup de rotation. Donc on a des chaussures qui sont conçues spécifiquement pour le padel avec des technologies qui facilitent les appuis en rotation. Et on sait qu'une bonne chaussure c'est important, mais il faut aussi que ça fitte avec sa corpulence. En termes d'appui, une personne qui est grande et plutôt lourde en poids va avoir un type de chaussure qui sera différente d'une personne légère et plus vive. Est-ce que toi, Julien, tu as quelque chose à dire à ce sujet? Ouais, c'est ça, tout à fait. En fait, il y a 2 catégories de chaussures, hein. Il va y avoir, comme tu l'as dit, donc les chaussures qui sont plus sur le maintien et le confort. Donc là, c'est effectivement pour les joueurs plus lourds, en fait, qui ont eu peut-être des pathologies au niveau du genou, au niveau des chevilles. Donc ça, c'est la première gamme. Et la seconde gamme, ça va être les chaussures qui sont plus vivaces et dynamiques. Donc là, des chaussures plus légères pour ceux qui ont des appuis plus proches du sol, qui cherchent à aller vite, des joueurs légers, explosifs. Et ce qui différencie ces 2 paires de chaussures, en fait, c'est les premières maintien et confort. C'est des chaussures qui sont très... le matériel, c'est du PU, en fait, c'est assez rigide. Et ensuite, pour les chaussures vivaces et légères, ça va être des chaussures en mèche, en fait, très légères, donc du tissu. Voilà. Après, un modèle pour les débutants à conseiller, il y a la chaussure Movea qui est à moins de 100 €, qui est un modèle hyper polyvalent et qui peut tout faire. C'est de chez qui? C'est de chez Babola. On a parlé chaussures, on a parlé raquettes. On va pas trop s'attarder sur le textile parce qu'au final, quand on débute, un t-shirt classique, coton, polyester, ça ira. Juste, il faut un short avec des poches parce que sans poche, c'est compliqué de mettre la balle dedans. Ouais, carrément. D'ailleurs, il y a un truc chez beaucoup de débutants, ils viennent avec des shorts d'un autre sport, notamment beaucoup du football. Il n'y a pas de poche et quand il faut servir, il faut 2 balles. Première et deuxième balle, et souvent ils n'ont pas la deuxième balle dans la poche, donc c'est un truc, c'est pas négligeable le short avec une. Du coup, c'est la balle dans le caleçon. C'est ça, la balle. Pas très hygiénique. Mais du coup, on va parler accessoires et déjà, dans un premier temps, les balles, parce qu'il y a beaucoup de types de balles différents, on ne s'en rend pas forcément compte, mais chaque balle est différente. Et donc, il va y avoir des balles qui seront plus adaptées ou non pour les débutants. Je ne sais pas si Julien, tu as des infos à ce niveau-là. Si, en fait, les balles, il existe, comme les chaussures, il existe 2 catégories. En fait, il va y avoir la balle qui est plus destinée à l'entraînement et au loisir. Donc ça va être une balle qui est un peu moins chère au coût d'achat et qui est un peu plus, on va dire, durable dans le temps. Il faut savoir qu'une balle en moyenne c'est 3 parties, pas plus, sinon après elle perd ses propriétés. Et la deuxième catégorie de balles, ça va être les balles qui sont qu'on va appeler de compétition. Et là il va y avoir 2 types de balles dans ces compétitions. En fait il va y avoir les balles pour les conditions lentes, donc plutôt pour l'hiver, etc. Donc ça va être des balles qui sont un peu plus rapides. Donc dans ce type de balle, on va avoir la Wilson Padel Rush ou la Wilson Padel Speed, la Head Padel Pro S+. C'est des noms très longs. Et en gros, il y a speed dedans. Souvent, ça veut dire que les balles sont rapides pour jouer sur conditions lentes. Et à l'inverse, ce sont les balles pour les conditions rapides. Là, ça va être des balles qui sont moins lentes, du coup. Et là, du coup, pardon, j'ai dit des bêtises. C'est des balles qui sont plus lentes pour s'adapter aux conditions chaudes et rapides. Et là, on a les Wilson Première Padel, par exemple,
ou les Ed Padel Pro Plus. Voilà. Après, je sais que j'ai dit c'est 3 parties en moyenne pour les balles, mais il existe des outils pour faire durer ces balles un peu plus longtemps. On va parler pressuriseur. Alors effectivement, après pour les balles de débutants, vous pouvez partir chez Ed avec la Padel Team, ou en fait chez toutes les marques vous avez une version Team qui seront assez adaptées à votre jeu. Je vous conseille de ne pas partir sur des balles trop vives pour mettre en place votre technique, avoir un petit peu plus de temps de se familiariser avec les vitres, etc. Donc ouais, comme disait Julien, les balles vont vite perdre leur propriété. Elles vont pas s'abîmer, le feutre il va rester intact, mais par contre elles vont perdre en pression et vous allez avoir des conditions de jeu qui vont se dégrader parce que les balles vont plus rebondir sur les vitres, ça va changer vos coups en défense, etc. Donc il y a des solutions pour ça. Ça va vous permettre de gagner 1 ou 2 parties. Chez Bull Padel, on a par exemple la Pascal Box. Donc en fait, c'est un tube avec un couvercle hermétique. On vient mettre les balles dedans, on injecte de la pression avec une pompe et on a possibilité de gagner 1 ou 2 parties à chaque fois. Donc c'est un matériel qui est assez lourd, assez encombrant. Par contre, il va être vite rentabilisé et ça va vous permettre d'avoir un budget mal qui va bien diminuer. Autre consommable qui est très important dans le padel, ça va être les grippes et les surgrippes. Jérôme, est-ce que tu me parlais des surgrippes? Il y en a des perforés, il y en a des plus ou moins collants. Comment choisir un bon surgrip? Oui, bien sûr. Alors déjà, dans un premier temps, le grip, c'est ce qui est le premier contact avec la main. Donc c'est important d'en prendre soin. Si vous voyez par exemple qu'il est usé ou que ça commence à glisser, vous n'hésitez pas, vous le changez. Donc le grip, c'est la première couche. Donc là, vous venez le changer et on peut venir poser par-dessus un surgrip. On ne pose jamais un surgrip sous le grip, par exemple. Parce que je sais que quelquefois, des débutants le font, ça c'est une erreur, on le pose toujours au-dessus d'un surgrip. C'est le même principe, c'est-à-dire que s'il vient être usé, vous voyez qu'il n'adhère plus, que vos mains glissent, on vient le changer. Et en effet, tu disais, il existe des perforés, des effets collants également. Donc ça va être une question de préférence. Les perforés, généralement, ils absorbent un peu mieux la transpiration, mais ils sont moins collants. Et on a des surgrips avec un effet tacky, donc un effet collant, où là, ça adhère bien à la main. Et en parlant de collants, je sais qu'il y a aussi des accessoires un peu plus innovants dans le domaine du padel, et dont par exemple le Foron qui a un spray collant. Je ne sais pas s'il y a d'autres accessoires de ce type-là qui peuvent être intéressants aussi. Exactement, il y a pas mal de choses qui sont spécifiques au padel. Vous pouvez le voir déjà si vous allez en boutique sur les raquettes haut de gamme de chez Bull Padel. Vous avez un grip en nid d'abeille qui s'appelle Les Accords. Alors, il faut savoir que vous pouvez l'acheter à l'unité pour le poser sur n'importe quelle raquette. Et c'est un grip qui va vous apporter une meilleure prise en main, moins de fatigue musculaire et donc moins de risque de blessure. C'est des grips qui vont avoir la propriété d'absorber un petit peu les vibrations liées à l'impact et ça va vous permettre d'avoir une prise en main vraiment adaptée pour le padel. Donc ça, c'est la première chose. Vous avez en 3 variantes, une variante pour les femmes, une variante neutre et vous avez une variante en gel pour avoir encore plus de confort. Ensuite, effectivement, au niveau de l'adhérence de votre grip, vous avez des sprays comme le Total Grip de Foron. On vient pulvériser sur le manche et ça devient vraiment très collant. Et ça, du coup, on a vraiment une sensation d'accrocher la raquette. Ça, c'est la première chose. Après, pour les gens qui suent beaucoup, vous avez 3 lotions chez Bull Padel. Vous avez la possibilité d'assécher en fait vos mains et d'avoir vraiment une sensation de toucher sec sur le manche. Ça marche. Donc on a vu un petit peu, on a passé en revue tout ce qui concernait le matériel pour bien débuter au padel. Et maintenant, il est temps de faire ses premiers pas sur un terrain. On sait que c'est souvent compliqué de trouver un club entre structure privée, structure publique, trouver des tournois. C'est vraiment un peu fouillis quand on ne sait pas comment faire. Donc on va essayer de vous éclairer à ce niveau-là. Et déjà avec toi, Jérôme, j'aimerais savoir comment trouver un club, les différences entre ce qui est privé, public. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu à ce sujet? Oui, bien sûr. Comme tu l'as expliqué, il existe déjà 2 types de structures. Il va y avoir le privé et le public. Donc le public, très souvent, c'est lié au club de tennis qui installe des clubs de padel. Donc le gros avantage, souvent, c'est le coût. Si je prends mon exemple, je paye 150 €, donc ce qui est rien dans le padel, et je peux jouer autant de fois que je veux à l'année. L'inconvénient, forcément, il n'y a que 2 pistes. Et la structure privée, il y a beaucoup plus de pistes. Il y a un encadrement souvent avec des professionnels pour donner des cours. Il y a beaucoup d'animations, il y a beaucoup de tournois. Donc il y a ce côté aussi ambiance avec le bar derrière où une fois qu'on a fini la partie, on peut venir jouer. Le coût, bien entendu, est aussi plus élevé. C'est sûr. Et une fois qu'on a trouvé son club, qu'on est à l'aise dans son club, il faut savoir où se situer également sur le terrain. Et pour toi, quelles sont les différences entre un joueur de gauche, de droite? Comment définir si tu vas être joueur de gauche, joueur de droite? Quels sont vraiment les critères à prendre en considération pour te retrouver et faire le bon choix? Alors du coup, déjà il y a un truc qui est clair, c'est si t'es gaucher, t'auras pas beaucoup de choix.
tu es un peu une pépite dans le padel et tu vas te retrouver à droite. Bon, c'est comme ça, c'est le gaucher à gauche, ça n'existe pas en fait, parce que tous les coups importants vont être joués au milieu, et là il y aura 2 coups droits au milieu s'il y a un gaucher et un droitier, donc ça, il n'y a pas de débat. Il y a plus de droitiers que de gauchers de toute façon. Donc si vous êtes gaucher, c'est une pépite. Ensuite, pour faire la distinction, on fait souvent le stéréotype, c'est le joueur de droite, c'est le métronome, le créateur, c'est celui qui va préparer le point pour le joueur de gauche qui va être le finisseur un peu, donc qui va venir impacter le jeu et être agressif. Voilà. Après, moi j'ai noté quelques vraies différences. Alors au niveau technique, le joueur de droite déjà, c'est un joueur qui doit être régulier, solide, avec une très bonne volée de revers, parce qu'au milieu, effectivement, il va se retrouver à jouer les volées de revers. Et il faut aussi qu'il soit capable de prendre la balle bien devant soi pour aller jouer sa diagonale. Ça, c'est vraiment important. Pour ce qui est du joueur de gauche, techniquement, ça va être quelqu'un qui doit avoir un smash puissant, qui doit avoir un bon bras, une bonne vitesse de bras, bonne volée de coup droit pour au mieux, là justement, diriger le jeu sur la volée de coup droit, et une couverture du centre dynamique. Donc du coup, ça va induire en fait physiquement le joueur de gauche, il va être un peu plus... il faut qu'il soit un peu plus endurant, un peu plus explosif quand même. Il va toucher souvent un peu plus de balles. C'est souvent 70% des balles. Plus incisif aussi. Ouais, plus incisif aussi, voilà, plus tranchant, plus explosif. C'est le rôle du joueur de gauche. Le droitier doit être prêt, doit être vigilant, concentré, parce qu'il aura un peu moins de balles, mais quand il en aura une à jouer, souvent elle est un peu plus difficile. Donc voilà, c'est ça les grandes différences. Et tactiquement, bon, moi je l'ai dit, hein, droite c'est stratège, architecte, contrôle du rythme, défenseur. Et gauche, ça va être plus attaquant, finisseur, couvrir plus de terrain et être là dans les points décisifs, notamment au retour. Parce qu'en fait, on va retourner côté impair, donc côté gauche, et souvent, c'est les points décisifs qui jouent à cet endroit-là. Une fois que tu as sélectionné ton côté, tu sais si tu es joueur de gauche ou de droite, il faut que tu trouves ton âme sœur, la personne avec qui tu vas te sentir parfaitement en osmose sur le terrain. Donc, je sais pas si Bertrand, tu as des conseils pour choisir son partenaire, des petits tips. Ouais, c'est quand même très important dans le padel. C'est finalement une équipe contre une équipe. Donc il faut qu'il y ait une certaine alchimie avec vos partenaires. Je vous conseille au début de varier un petit peu les partenaires pour trouver les joueurs avec qui vous avez vraiment le plus de feeling. Le principal atout d'un partenaire, ça va être la communication. Il faut toujours parler au padel, que ce soit pour annoncer qui prend la balle, où sont les adversaires quand on est dos au filet, etc. Donc allez sur le court avec cet esprit-là de vouloir communiquer. Et ne vous frustrez pas, ça peut être vite frustrant, surtout quand on débute, il y a pas mal de fautes, etc. Il faut toujours s'encourager, trouver quelqu'un qui est dans la même dynamique aussi, qui n'est pas là juste pour se faire plaisir lui en solo. On est là pour gagner et pour perdre ensemble, donc il faut se soutenir sur le terrain. J'ai un truc à dire en plus, je rebondis sur ce que dit Bertrand, donc déjà c'est hyper important, communiquer, s'entraider, toujours être un peu positif sur le terrain, ça aidera l'équipe à gagner facile. Et par rapport aux positions droite et gauche, vous, en tant que débutant, essayez les deux côtés quand même. Hein. Vous cantonnez pas à un côté, ça vous fera progresser que de jouer les droites et gauche à la fois. Puis des fois, il y a moins de joueurs de droite, donc si vous savez jouer à droite, c'est... Ouais, et puis ça permet aussi, si on se met à gauche ou à droite, de savoir ce que ressent le joueur du côté opposé auquel on n'a pas l'habitude de jouer, et se dire, bah oui, il y a tel schéma de jeu que je peux adopter. Ouais, c'est ça, en se mettant à droite, en étant joueur de gauche, en se mettant à droite, on se dit, ah ouais, des fois je joue la balle là quand je suis à gauche, et effectivement, en fait, elle gêne plus mon partenaire qu'autre chose, donc ça peut être carrément intéressant. Ouais. Exactement, et plus vous allez pratiquer, plus vous allez définir un petit peu votre rôle, de dire, bah effectivement, j'ai peut-être un petit peu plus de facilité à finir les points, je suis un petit peu plus puissant, je vais passer à gauche, ou inversement, bah, quand je suis à gauche, j'arrive pas à retourner, parce qu'en fait, on vient servir sur la vitre, donc côté revers, et ça peut être un petit peu un frein. Donc voilà, c'est le genre de choses qui vont vous définir en tant que joueur de padel. C'est pour ça que tu es joueur de droite, Bertrand. Exactement, tu as tout compris. On ne peut pas dire que la puissance soit vraiment mon fort non plus. Si vous êtes en couple, ça peut être une fausse bonne idée de jouer avec votre conjointe. Attention, il faut vraiment savoir que sur un terrain de padel, les relations, ça peut complètement changer. Ça peut être un petit motif de rupture aussi. Mais bon, allez-y, faites-vous plaisir pour débuter, mais les tournois, allez-y, mollo. J'ai l'impression que ça parle en connaissance de cause. En parlant pratique, parce qu'on parlait pratique, il faut savoir aussi comment progresser, où trouver des coachs, comment on peut faire aussi pour progresser soi-même si on n'a pas la possibilité d'avoir un coach. Donc Julien, toi qui es coach, est-ce que tu as des petites infos à donner à ce niveau-là ? Ouais, bah alors je vais prêcher pour ma paroisse en premier. Hein. Je pense que le meilleur moyen d'apprendre un sport de raquette, c'est les cours en direct avec un prof, puisqu'on a un retour direct. Voilà, pour fixer une technique, etc. Il n'y a rien de mieux que le panier de balle et la répétition. Et puis après, pour progressivement de le remettre en match. Donc ça, c'est très bien. Les cours dans les associations, notamment, ça se développe beaucoup en ce moment. Associations ou clubs privés, comme l'a dit Jérôme. Il y a de plus en plus de coachs qui sont formés.
Donc ça, c'est le vrai must pour s'entraîner. Ensuite, moi je conseille, il y a énormément, vous le savez, de vidéos sur internet, on en fait nous, mais il y a énormément de gens qui en font, donc c'est très bien. Il y a en espagnol, il y a toutes les... C'est incroyable comme le padel se développe, donc il y en a plein. Donc quand vous regardez ce genre de vidéos, c'est très bien aussi. Essayez aussi quand vous faites des parties loisirs, en semaine comme ça, avec vos potes, etc., vous mettez un objectif en fait, vous essayez de vous dire allez, aujourd'hui j'ai vu sur cette vidéo qu'il faut préparer court sur la volée de revers, aujourd'hui je fais que ça et je me concentre sur ça, ça va vous faire progresser très très vite. Voilà, après voilà, faites pas ça en tournoi, ça sert à rien. En tournoi vous êtes là pour vous faire plaisir et pour gagner des matchs, pas pour changer la technique, c'est pas là qu'on change sa technique. Donc oui, voilà, moi c'est ce que j'ai à dire là. Et si vous voulez copier des joueurs de padel professionnels, regardez plutôt chez les femmes. Oui, ça joue moins vite, vous aurez un petit peu plus de notions tactiques, parce que la tactique c'est quand même très important. La technique c'est bien beau, vous allez voir Galan qui fait des par 3 incroyables, etc. Ça va pas trop vous concerner, au moins dans un premier temps. Donc regardez les femmes, ça joue moins vite, ça sort moins les balles, donc ce sera des échanges qui vont plus ressembler finalement à ce que vous allez voir vous en tournoi en progressant. Donc voilà, ça c'est le petit tips. Ouais, c'est ça, sur un échange féminin. Alors les matchs durent souvent plus longtemps, mais sur un échange, on peut voir tous les coups du padel et toutes les zones à jouer. Et ça, pour ça, c'est très intéressant chez les femmes. Et j'avais un petit truc à te dire en plus, c'est que ce qui est bien aussi, c'est prendre des cours en équipe. Si vous avez déjà déterminé qui est votre partenaire, prenez des cours en équipe. Sur la tactique, ça va être hyper important. Ça joue tactiquement le padel, énormément tactiquement. Et sinon, si j'ai un truc un petit tips chronologique à vous dire pour apprendre le padel, pour moi, c'est un sport qui joue avec des vitres. C'est vraiment la différence par rapport au tennis et à tous les autres sports, hormis le squash. Mais le squash, il n'y a qu'une partie de terrain. Donc là, c'est opposition avec des vitres. Donc démarrez par apprendre la défense, à utiliser ces vitres, parce que c'est vraiment un atout fondamental pour jouer. Ensuite, vous apprenez à tenir le filet. Donc les volets, les banderas et les vibras. Et enfin, seulement, vous passez sur tout ce qui est finition. Voilà, c'est vraiment chronologiquement ce que je pense être le mieux pour apprendre le padel. Petit aparté, Julien qui vient de vous expliquer tout ça fait aussi des petits tutos, des petits cours sur nos réseaux sociaux. Donc Extreme Padel sur YouTube, Extreme Padel sur TikTok et Extreme Padel FR sur Instagram. On a déjà une petite vingtaine d'épisodes, que ce soit technique ou tactique. Donc si vous voulez vous entraîner et apprendre des nouvelles choses de façon autonome, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux, vous allez trouver forcément des petits trucs qui vont servir. Bertrand, il y a aussi la notion pour progresser d'avoir plusieurs partenaires, parce qu'il ne faut pas se cantonner à avoir qu'un partenaire et trop d'automatisme. Je pense que c'est bien aussi de varier les partenaires et voir un petit peu ce qui se fait en style de jeu. On va varier les partenaires et les adversaires. Ouais. À savoir que le padel, il y a beaucoup de façons de le jouer. Vous allez jouer contre des adversaires qui vont vouloir jouer très vite, qui vont tout taper, des autres qui vont jouer plus padel, plus lentement, avec des lobes, etc. Donc si vous vous cantonnez à une seule paire la semaine avec qui vous jouez, vous allez retomber en tournoi contre des gens qui jouent vraiment différemment, vous allez être perdu, vous n'allez plus avoir de repères. Donc varier dans les structures, dans les clubs, il y a souvent des groupes WhatsApp, des groupes sur Facebook, etc. où vous allez pouvoir rechercher des parties en fonction de votre niveau. Ça c'est quelque chose qui va être primordial aussi, c'est de vous évoluer. Donc voilà, vous avez une grille qu'on peut retrouver un petit peu partout sur Internet qui va vous classer du niveau 1 au niveau 8, sachant que le niveau 8 c'est le niveau élite. Et vos parties, il faut que vous soyez dans des parties équilibrées. Si vous êtes niveau 2, allez pas jouer avec des niveaux 6 et inversement. Sinon vous risquez de déséquilibrer les parties, de vous ennuyer sur la piste. Donc ça c'est vraiment très très important. Oui, surtout moi le petit tips que je peux donner, que je vois trop malheureusement, c'est ne surestimez pas votre niveau, puisqu'on voit des joueurs qui sont vraiment niveau 4 et qui se mettent niveau 6 et qui viennent entre guillemets pourrir la partie des niveaux 6, et c'est pas marrant parce que ceux qui ont réellement le niveau 6, ils vont s'ennuyer, et le joueur qui a le niveau 4, il est frustré parce que tout simplement il ne remet pas les balles comme il voudrait. Donc faites très attention, essayez de vous faire plutôt estimer par plusieurs autres joueurs en étant franc sur votre niveau. Ouais, clairement, la grille elle est hyper bien faite, la grille que Bertrand dit et ce que Jérôme dit c'est carrément vrai, et utilisez-la vraiment en vous auto-évaluant correctement. Ça va faire que de vous faire progresser. Ce genre de partie, comme le dit Jérôme, ça vous fera pas progresser vous, plus que les autres aussi qui vont s'ennuyer, mais vous n'allez pas progresser aussi, vous allez prendre des balles que vous n'allez pas savoir envoyer, vous allez être frustré, donc c'est vraiment pas le but. Voilà. Alors, on va partir du prorata que vous avez un niveau suffisant pour démarrer les compétitions, ou du moins commencer à prendre du plaisir dans les matchs officiels. Et on sait que c'est compliqué de trouver ses premiers tournois entre 10-up, entre les structures privées. C'est pas quelque chose de facile pour un débutant de savoir comment se positionner et où trouver les tournois, où chercher. Donc on va parler un petit peu de ça maintenant. Comment s'inscrire en tournoi? Qu'est-ce qu'un tournoi? Niveau points, comment ça se passe? Et avant, avec toi Jérôme, j'aimerais voir
un petit intermédiaire. Je sais qu'il y a des tournois non officiels qui permettent de rentrer dans le monde de la compétition sans vraiment être sur un tournoi officiel. Oui, idéalement, il faut commencer. Ça s'appelle des remontadas. Donc ça, on trouve dans les clubs privés. Donc ils vont prendre un certain nombre d'équipes. Et le principe, c'est simple. C'est match à la cloche en 15 minutes. Tu démarres par exemple sur le terrain 3. Tu gagnes. Tu passes sur le terrain 2. Tu regagnes. Tu passes sur le terrain 1. Pendant 1h30, c'est des matchs qui vont durer 15 minutes. Et le but du jeu, c'est de terminer sur le terrain 1 et de gagner le dernier match, ce qui voudra dire que tu as été le plus fort de cette remontada. Et ça donne un premier goût à la compétition. Et c'est assez fun en plus. Du coup, tu as gagné ta première remontada. Ça y est, tu dis je suis chaud, je pars en match officiel, tournoi officiel, je me lance. Bertrand, juge arbitre, comment on fait? Alors c'est parti. Effectivement, si tu veux ton premier classement, on va déjà parler du classement au padel. Il faut forcément que tu fasses un tournoi. Donc au padel, c'est relativement simple. On a un classement du premier joueur français au dernier, donc celui qui a fait un seul tournoi et qui a eu 1 point. Là, actuellement, il y a à peu près 70 000 joueurs qui sont classés. Donc du numéro 1 français, Thomas Legge, qui joue sur les circuits professionnels, à celui qui a fait son premier P25 au fin fond de l'Oise. Et pour monter en points, on va prendre les 12 tournois que vous avez fait sur l'année, les 12 meilleurs résultats. Et en fonction des points que vous avez eu, vous aurez votre classement qui va évoluer. Il change tous les premiers mardis du mois. Et donc le petit challenge, c'est de faire les tournois dans le mois, d'essayer de rattraper les points qu'on a perdus l'an dernier pour remonter dans le classement. Comment on marque des points? Les tournois, il y a plusieurs catégories. Ça va du P25 au P2000. Donc il y a P25, P100. On va s'intéresser à ces tournois-là parce que c'est les premiers que vous allez faire. Donc P25, pourquoi? Parce que le vainqueur du tournoi remporte 25 points. Et ensuite, en fonction du nombre d'équipes, on en marque plus ou moins dans les classements inférieurs. L'avantage aussi du P25, c'est que c'est un tournoi qui est limité à la 20 millième place. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont mieux classées que 20 millième pourront pas y jouer. Donc, si tu veux t'inscrire sur un premier tournoi, l'avantage de ce tournoi-là, c'est que tu vas pas avoir des joueurs trop en termes de niveau et donc tu vas pouvoir t'amuser avec des joueurs qui ont sensiblement le même niveau que toi. Donc, c'est ça, n'ayez pas peur, surtout que sur les tournois, on va prendre un certain nombre d'équipes. Généralement, il y a une phase de poule et un tableau final. Dans la phase de poule, vous allez avoir les équipes les moins bien classées. Donc, potentiellement, vous allez avoir des matchs plus ou moins équilibrés à ce niveau-là. Il n'y a pas de notion de perf ou de contre-perf dans le padel. C'est-à-dire que vous pouvez perdre contre une paire qui est bien moins classée que vous, ça n'aura pas d'incidence. Et inversement, si vous battez une paire monstrueuse, si vous êtes en P25, vous n'aurez pas plus que 25 points à la fin du tournoi. C'est clair. Et comment on fait pour trouver et s'inscrire sur des tournois? Parce qu'il y a une multitude de façons de le faire entre les structures, le site officiel. Est-ce que tu peux nous aiguiller un peu à ce niveau? Exactement. Alors la Fédé a son application qui s'appelle TenUp, qui va lister, vous allez pouvoir rechercher aux alentours de votre domicile par un rayon de 30 km les tournois à venir. Donc ça, c'est le premier point. Par contre, il y a une multitude de tournois. Donc si vous avez une structure près de chez vous, généralement, elles ont une application sur laquelle vous allez pouvoir vous inscrire directement en ligne au tournoi. Vous avez les pages Facebook des clubs municipaux où vous allez pouvoir retrouver le calendrier prévisionnel, etc. Donc la base, ça reste TenUp. Après, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos clubs ou de vos structures privées s'il y a des choses spécifiques qui sont mises en place. La vraie base, c'est de connaître les juges arbitres, en fait. Comme ça, vous envoyez les mails directement. C'est ça, une fois que vous êtes rentré dans notre base de données, généralement, on est assez friand de vous envoyer le programme à l'avance. Comme ça, vous pouvez vous organiser avec madame et prévoir vos tournois pour le mois. Alors voilà dans la globalité ce qu'on avait à dire pour... T'as quelque chose à dire? Ouais, je vais dire un truc en plus, ouais. Du coup, il y a vous les débutants et des fois vous êtes des parents et on vient de... Enfin cette année, en tout cas, la Fédé développe à mort le padel jeune, donc ça se structure tout doucement, donc il y a des tournois qui commencent à être créés, etc. Donc U10, U12, U14, U16, il y a même des championnats de France qui ont été créés. Donc n'hésitez pas à amener vos enfants dans les structures parce qu'il y a ça démarre et c'est bien de les mettre à un tout nouveau sport qui vient de démarrer aussi. Voilà. C'est bien de le préciser, c'est clair. Ça des débutants aussi. Surtout si on veut des bons joueurs par la suite, ça commence avec la jeunesse, c'est clair. Donc j'espère que pour vous les débutants, vous avez eu des infos utiles. On a essayé vraiment de faire de A à Z, du matériel, du choix de sa première raquette jusqu'au premier pas en compétition. Normalement, on vous a fait une petite cartographie du padel pour débutants qui va vraiment vous aider à vous lancer dans le sport. J'espère que ce premier podcast vous a plu. Je vous invite à nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram, Facebook ou TikTok. Là, le mois prochain, on va certainement faire une interview avec Adrien Dandois, qui est top 50 français. Donc on va voir un petit peu comment il a fait cette transition entre le tennis, le padel, comment il gère sa vie professionnelle avec le côté sportif. Plein de choses super intéressantes. Et du coup, je répète aussi que pour vous, les premiers qui sont arrivés sur notre podcast,
Vous avez un code promo avec Club Padel 12 qui va être disponible la première semaine du lancement de ce podcast sur le site extreme-padel.fr, 12% sur tout le site hors balle et slinger bag, mais tout le reste vous aurez 12%. Et voilà, je vous remercie et je vous dis au mois prochain pour Club Padel numéro 2. À bientôt. À la prochaine. Ciao. Salut à tous.